Alors, démarrons par l'actualité du jour. Les attaques terroristes. On parle de 54 militaires tués lors de ces attaques barbares. Mais il y a très longtemps, parmi les pays côtiers, le Bénin faisait partie, en tout cas, de ces pays qui n'étaient pas touchés par les attaques terroristes. Mais depuis quelques mois, le Bénin est devenu la cible de ces attaques. Pourquoi ça? Pourquoi cela? Oui. Ça mérite qu'on s'y penche, hein, cette question. Maurice Guédinon, oui, Jacques Manassé, oui. Ça mérite qu'on s'y penche, ça mérite réflexion. Ça fait pratiquement la deuxième fois, hein, cette année, qu'on a enregistré des attaques barbares en janvier dernier, oui, et puis le 17 avril dernier. Alors que il y a quelques mois, le Bénin était épargné. On disait que même le Bénin avait la famille de ces gens-là ici et qu'on était épargné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Oui, il faut d'abord qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui le Bénin devient une cible pour ces terroristes qui frappent à tout instant. Vous savez, les attaques terroristes, quand on voit un peu ce qui se passe, par le passé, il paraît que quand vous écoutez ceux qui ont travaillé sur le sujet, c'est que le Bénin était juste une zone de transition pour ces terroristes. Okay. Donc, ils passaient par le Bénin pour aller opérer au Niger. Au Nigeria. Au Nigeria, au Niger et au Burkina. Et depuis un bon moment où ces pays aussi ont pris une nouvelle lutte dans cette affaire de terrorisme, alors ils ont commencé par utiliser le Bénin comme base arrière. Le Bénin ne veut pas servir de base arrière aussi pour ces méchants hommes. Alors, le Bénin a commencé par les repousser aussi. C'est un peu comme les abeilles. Quand ils sont quelque part et ils ont leur ruche et qu'on ne les touche pas, vous allez voir que vous n'êtes pas agressé. Mais quand peut-être vous voulez construire votre bâtiment, et vous êtes l'arbre qui leur servait, où ils ont fait leur ruche là, mais si vous tentez de couper l'arbre, parce que vous avez besoin de l'espace pour ériger votre domicile, mais ils vont s'attaquer à vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui a favorisé aussi la chose, c'est les relations difficiles aujourd'hui entre notre pays, le Bénin, et certains de ses voisins, comme le Burkina, comme le Niger. Vous voyez la zone dans laquelle il y a eu l'attaque du 8 janvier, c'est pratiquement la zone tri, c'est la même zone. Aujourd'hui aussi, c'est dans cette zone-là que les terroristes frappent fort, surtout le Bénin. Parce que quoi? Avant, il y avait des services de renseignement de ces pays-là où ils se partageaient les informations. Aujourd'hui, à cause de certains événements que nous n'allons plus rappeler ici, cette relation ou ce travail de commun accord que faisaient les pays, il n'y a plus ça. On se partageait plus les renseignements comme il faut. Le chef de l'État, Patrice Talon, a demandé à plusieurs reprises qu'on crée une force d'intervention commune, mais ça n'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, les zones, on dit l'ennemi profite de la division pour sévir. Et c'est cette division-là qui favorise, qui facilite la tâche aux terroristes. Ils viennent frapper, ils repartent. Quand ils savent qu'ils sont en difficulté au Mali ou au Burkina, ils viennent frapper au Bénin. Et quand le Bénin veut répondre, ils courent pour aller au Burkina ou au Niger. Ils profitent de la division. De la mésentente qui existe entre les différents pays. Et c'est ça, Wilfried Awassou. Les différents petits côtiers. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, aucun pays ne peut réussir à lui seul à arriver à bout de ce mal. Ok. Alors, Jacques Manassé, la même question s'adresse à vous. Parce qu'il faudrait que, en tant que journaliste, on arrive un peu à éclairer un peu les gens, puisque les gens sont surpris. Nous sommes effectivement dans une guerre asymétrique. Et les gens se demandent, mais comment se fait-il que le gouvernement est surpris, tout le monde est surpris, qu'ailleurs on voit des chars, des drones, des missiles,
mais que c'est comme si le Bénin ne fait rien. Mais il faut que nous partions de la base. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Au départ, on n'était pas attaqué. Est-ce que quand on n'est pas attaqué, quand vous n'êtes pas en guerre, est-ce que vous allez acheter le matériel de guerre qui va rester là et pourrir? Est-ce que la réflexion ne mérite pas d'être menée? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'il y a le doyen Jérôme Kalou qui a dit, c'est dans la solution, c'est dans le problème que c'est tout la solution. C'est ça. S'il n'y a pas de problème, est-ce que nous allons chercher à régler? Est-ce qu'on ne va pas savoir qu'il y a des failles? Donc, je réponds à ma question. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Pourquoi aujourd'hui le Bénin est devenu la cible de ces personnes barbares? Wilfried Ahouassou, il faut, comme vous l'avez si bien dit, il faut se rappeler du contexte. Et le point triple dont on parle, je voudrais rappeler aux Béninois qu'il s'agit du parc W de la forêt. Ce n'est pas une zone où la circulation est aussi facile. Ce n'est pas une zone facilement contrôlable. Et aucun des pays. Non, c'est comme le parc W, c'est une forêt. Oh, une forêt, ok. C'est une forêt dense. Et au départ, cette forêt est partagée entre les trois pays. Le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et si vous observez, vous allez constater qu'il n'y a de présence militaire que du côté du Bénin. Les autres ont laissé libre leur espace. Et ces gens malfaisants se sont installés dans cette zone de leur parti et ils viennent opérer au Bénin. Et puisqu'il n'y a plus depuis un moment, qu'ils vous souviennent, dès que Tiani a renversé Bazoum, l'une des premières des décisions qu'il a prises, c'est de dire qu'il n'y a plus de coopération militaire entre le Bénin et le Niger. Et commencer par accuser le Bénin d'être la base de. Et vous savez, quand les militaires commencent par dire des choses comme ça, il faut faire très attention. Au départ, j'observais pourquoi ces gens-là, ils essayent d'accuser tout le temps le Bénin. Et c'est maintenant que je semble comprendre un peu leur logique. Le Bénin était quasiment épargné. Épargné. Oui. On n'était pas touché. On n'était pas touché. Mais on est touché. On est en guerre. On est en guerre maintenant. La guerre est déclarée. On est en guerre. Donc, on n'était pratiquement pas touché parce qu'il y avait une certaine coopération. Et qu'on le veuille ou pas, ces coups d'État qui sont intervenus dans les trois pays-là ont désorganisé la structure qui était mise en place. Les terroristes, qu'on le veuille ou pas, n'ont pas pour base le Bénin. Ils viennent agir au Bénin et ils partent. Et le problème, c'est que le Bénin ne peut que réagir que sur son territoire. Donc le Bénin protège son territoire. Le Bénin ne peut même pas poursuivre ces gens-là au-delà de ses frontières. Tout à fait. Et lorsque vous prenez le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, le Tchad peut intervenir au Nigeria. Le Cameroun intervient au Nigeria et le Nigeria lorsqu'on les repousse, on les poursuit jusqu'à leur retranchement, à leur dernier retranchement. Ce qui fait que quand ils traversent une frontière, ils savent que l'armée qui les poursuit peut les poursuivre au-delà. Okay. Mais dans le cas d'espèce, non seulement ils ne protègent pas leur espace, on dit les pays de l'Est, mais le Bénin ne peut même pas intervenir là-bas. Donc s'ils les chassent, ce qui ils vont se réfugier de l'autre côté. Ils se réfugient de l'autre côté. Donc leur base arrière, c'est en réalité le Niger et le Burkina Faso. Ils ont pour base le Niger et le Burkina Faso, et c'est de là-bas qu'ils viennent harceler les militaires béninois et ils repartent. Parce que quoi? Ils sont à la recherche de munitions.
Et Ils sont à la recherche de munitions. c'est d'abord cela. Quand ils opèrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des butins de guerre et ils exposent ça. Et quand vous suivez les derniers événements, autant ils ont opéré au Bénin, autant ils ont opéré au Burkina, autant ils ont opéré au Niger, ils ont dit, on a encore reconstitué un peu notre trésor, les munitions et autres, nos équipements. Donc, c'est aussi cela. Et s'il n'y a pas de coopération, il sera très difficile de le faire. Vous allez constater que le Togo aussi est victime, hein. Le Togo aussi, que les gens ne fassent pas trop clair. Le Togo aussi est victime de ces actes. Le Ghana aussi est victime de ces actes. Mais le problème, c'est que entre le Togo et le Bénin, il y a une certaine coopération. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas opérer au Bénin et aller se réfugier au Togo. Et ils ne peuvent pas opérer au Togo et aller se réfugier au Bénin. Le Togo peut les poursuivre jusqu'au Bénin et le Bénin peut les poursuivre jusqu'au Togo. Mais de l'autre côté, des deux autres côtés, c'est compliqué. Donc, le problème, et il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on se voile la face, c'est les deux pays qui sont de l'autre côté. C'est les deux autres pays. Visiblement, c'est comme si ils ont intérêt à héberger ces éléments. Et lorsque vous suivez des gens haut perchés, et c'est pour cela que je disais que lorsqu'ils criaient, c'est le Bénin qui héberge, c'est le Bénin qui favorisait, il fallait prendre du temps pour mieux comprendre. Aujourd'hui, quand vous suivez, vous comprenez qu'en réalité, la base arrière, contrairement à ce qu'ils criaient, c'est le Bénin, c'est plutôt eux qui hébergent. Et lorsque vous suivez des gens qui sont peut-être leurs idéologues et autres, qui disent nos plans d'action sont en train d'être minutieusement mis en place et nous sommes confiants. Et ce sont des gens qui ont besoin d'une façade maritime. Vous allez me dire, le Togo s'est offert comme façade maritime pour les pays de l'AES, mais pourquoi encore harceler le Bénin? Ils ont leur plan et ils n'ont aucun. Ils trouvent que peut-être que le Bénin, le terrain, ce que beaucoup ne comprennent pas, la circuler du Bénin au Niger ou au Burkina, c'est beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile que de quitter le Togo pour aller au Burkina ou quitter le Togo pour aller au Niger. Donc, les enjeux sont là. Et désormais, au lieu de regarder ou d'analyser avec l'affect cette situation, regardons la réalité en face et commençons par nous dire, nous, Béninois, nous sommes victimes de nos deux voisins. Il ne faut pas qu'on se cache, nous sommes victimes de nos deux voisins qui refusent délibérément non seulement de protéger leurs frontières des deux côtés, mais hébergent les gens qui nous agressent. C'est ça la vérité et c'est ça la situation. Et là, moi, je salue nos militaires, nos vaillants militaires, qui se sacrifient en martyrs pour protéger les citoyens civils. Puisque juste là, on ne dénombre pas encore de civils qui soient emportés par cette guerre asymétrique. Et donc, il faut saluer ces militaires. Et comme on le dit, j'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux les grogneurs qui disent il faut équiper les militaires. Ils sont sur le front pour savoir que les militaires sont moins équipés. Est-ce que les nôtres étaient habitués à cette forme de guerre? Le Nigeria qui continue de faire face à ce fléau. Le Tchad qui continue de faire face à ce fléau. On dit que le Bénin n'a pas de le Cameroun qui fait face à ce fléau jusqu'aujourd'hui. Ils ont mis combien de temps pour maîtriser ce type de guerre? Non. C'est une guerre. Et les nôtres n'étaient pas habitués à cela. Donc, ils vont prendre le temps pour mieux comprendre et pour mieux réagir, pour mieux ajuster. Mais dit que nous n'avons pas d'équipement, qui leur dit ça? Moi, je ne crois pas que les nôtres ne sont pas Est-ce qu'on peut dire que le Bénin n'a pas d'équipement? Non, quand nous attendons ce débat-là... Vous savez, parfois, laisser les gens dire ce qui... C'est la raison pour laquelle je pense que l'armée sait ce que nous avons comme équipement et ce qui peut répondre à ceux qui viennent nous attaquer. Aussi, aujourd'hui, on ne peut pas tout miser sur l'équipement militaire. Il faut la coopération. Et je pense que l'armée aujourd'hui a compris ça. Et parce que j'ai lu qu'ils ont eu une séance de travail, d'échange
avec la communauté Peul, avec la communauté du milieu. Parce que vous savez, ceux qui viennent nous agresser, ceux qui viennent nous attaquer, là, ils sont au sein de la population. Il y a une manière de les dénoncer. Mais c'est ça. Il faut coopérer. Il faut que la population coopère. Parce que, c'est vrai, même si on met les équipements de dernière génération qu'on installe au niveau de ce point-là, mais ça ne va pas régler totalement le problème. Le taux militaire ne règle pas le problème. Je l'ai dit, et je pense que Jacques est revenu là-dessus. La coopération militaire entre les pays. Il faut rendre efficaces les renseignements. Oui, c'est ça. Mais, vous savez, ils sont quelque part. Ils quittent quelque part pour venir opérer. Mais si on a des informations, si ils sont tracés, poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, est-ce qu'on ne peut pas réussir cette lutte-là? Si la population coopère véritablement et vraiment avec les forces de défense et de sécurité, attention, nous avons vu des gens suspects, un groupe d'individus. Ils sont, bon, on ne peut pas dire qu'ils sont armés, mais ils ont un comportement bizarre, suspect. Voilà, on vous file l'information, vous êtes vous êtes spécialisés, vous pouvez sonder pour voir qui sont ces personnes-là et comment on peut anticiper. Parce que si nous restons dans l'anticipation, on va éviter des lourdes pertes à notre armée. Oui, nous sommes surpris, mais je pense que on ne peut pas dire qu'on est surpris. Parce que depuis que ça a commencé, même si on a eu les premières attaques en 2019, je pense, si mes souvenirs sont bons. Vous savez, même si ce n'est pas de grande ampleur comme aujourd'hui, mais on a senti que le phénomène, tout doucement, a commencé par s'installer. Donc, je pense que si on se rapproche de ceux qui sont au niveau de la hiérarchie militaire, on va dire non, on n'a pas attendu ces derniers moments pour commencer par préparer nos militaires. Ils sont préparés depuis. Mais il faut reconnaître une chose, que ceux qui viennent nous attaquer, chaque fois, essaient de trouver, parce que, écoutez, si vous, le voleur qui veut vous voler, c'est que vous avez installé une caméra de surveillance, c'est comment faire pour éviter d'être filmé, ou bien, même s'il est filmé, qu'on ne va pas réussir à le reconnaître, il va essayer de se cagouler. Si avant il venait opérer à visage découvert, mais il attend la nuit, maintenant là il va peut-être se cagouler, mais c'est comme ça. Et là, je dis, c'est perpétuellement que nous allons chercher des solutions à ce problème-là. Et l'une des solutions, je dis, c'est la coopération. C'est vrai que depuis le coup d'État au Niger, la coopération militaire entre le Bénin et le pays et le Niger, ça a pris un coup. Cet accord militaire a été remis en cause par les militaires qui sont venus au pouvoir. Le Burkina, la coopération, elle n'est pas aisée. Mais si nous regardons les pertes, parce que les pertes dont nous sommes en train de parler, il n'y a pas que les pertes au niveau du Bénin, mais au niveau de ces pays, le Niger et le Burkina, chaque jour on apprend qu'il y a des attaques terroristes qui ont fait beaucoup de morts dans le rang des militaires. Mais à qui ça profite? Je pense que ça ne profite ni au Bénin, ni au Niger, ni au Burkina. Mais pourquoi ne pas alors se mettre ensemble pour véritablement aller contre l'ennemi commun? Merci. C'est ça. Alors merci à vous. Ça veut dire que il faut développer cette coopération. Mais en attendant, il faut quand même que le Bénin fasse quelque chose. Je crois que le Bénin est en train de faire beaucoup. Et si vous êtes un peu curieux et que vous observez, ne serait-ce que nos éléments, vous allez constater que en matière d'équipement, ce n'est plus les armes que les nôtres traînaient il y a quelques années qu'ils traînent aujourd'hui. Les choses ont évolué. Tout à fait. Et je voudrais rappeler que le Bénin n'a vraiment pas attendu qu'il y ait des attaques pour commencer par se préparer. Il y a eu pendant longtemps, depuis 2016 je crois, il y a eu des préparations que nous avons observées pour préparer les nôtres à ce type d'attaque asymétrique. Mais vous savez, l'exercice reste l'exercice et la réalité du terrain reste la réalité du terrain. Et puis, lorsque nous sommes dans une forêt, même avec vos avions, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans une forêt. Même avec vos drones, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans une forêt. Et c'est pour cela que je voudrais inviter les nôtres à laisser les spécialistes, à laisser l'armée s'occuper des questions de défense et de sécurité d'État. Sinon,
Je pense qu'il y a le Burkina qui fait une très belle expérience qu'il faut saluer. Tous ceux qui n'étant pas spécialistes de la question et qui se hasardent à trouver que les gens ne sont pas équipés, que les gens sont incapables, on les prend, on les envoie au front. On ne va pas souhaiter ça. Non, c'est pas qu'on ne va pas souhaiter, mais la vérité c'est ça. La sécurité d'État reste la sécurité d'État et tout le monde ne peut pas opiner. Les envoyer au front parce qu'ils ne sont pas. Tout le monde ne peut pas opiner ou tout le monde ne peut pas. On ne peut pas venir mettre sur la place publique ce qui relève de la sécurité d'État. Vous ne pouvez pas parler des équipements dont dispose, c'est pas possible. Non, c'est pas normal. Et il y en a qui viennent étaler sur la place publique des choses. Vous demandez. On dit que le Bénin n'a pas telle chose, le Bénin n'a pas telle chose. Mais alors, si on n'en a pas là, eux autres. Vous pensez que c'est des débats constitutifs? Non, mais. Si, le Bénin n'a pas ça. Wilfried Afatou. Ceux qui disent ça, est-ce qu'ils sont de la mer? Est-ce qu'ils sont au niveau de. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Attention. Wilfried, ce n'est pas anodin. Nous banalisons certaines choses. C'est pas anodin. Lorsque des gens disent nous avons un plan que nous sommes en train de mettre en place minutieusement, il faut faire attention. Et lorsque de tels actes surviennent et que des individus se lèvent et commencent par étaler des choses, il faut aller vers la Chine, il faut aller vers la Russie, il faut aller vers ci. Nous sommes aussi dans une guerre de communication. Et tous ceux qui participent à cette guerre de communication sont dans un cas ou dans un autre, même de façon involontaire ou de façon inconsciente. Et il faut faire très attention. C'est vrai. Pendant longtemps, moi, j'ai banalisé le fait que les gens disent, étalent certaines choses. Mais la vérité est là. Lorsque on commence par dire oui, il faut coopérer avec les Russes, il faut coopérer. Pensez-vous que la présence de mercenaires quelque part, c'est pour votre sécurité? Vous pensez que le mercenaire, il va véritablement assurer intégralement votre sécurité et repartir après? Lui, il est venu chercher de l'argent et il va s'arranger pour que cette situation perdure, pour qu'il puisse rester. En un mot, beaucoup de personnes sont des spécialistes de la sécurité. Hein. Oui, et il faut éviter cela. Et je crois que IB a compris. Oui, mais ce qui relève de la sécurité d'État reste de la sécurité d'État. On sait déjà qu'il y a eu un drame. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à soutenir nos soldats? Oui, mais au lieu de dire que le Bénin n'a pas tel avion, le Bénin n'a pas telle chose, le Bénin n'a pas telle chose, est-ce que c'est des débats à mener ça? Non, Wilfried, s'il te plaît. Ces débats-là, ceux qui mènent ces débats dont vous êtes en train de parler, qui ils sont vraiment? Non, aujourd'hui, j'ai toujours dit, c'est l'usage du téléphone portable qui amène les gens dans des déviances. Parce qu'ils ne savent pas, ils ont un outil en main, ils ne savent pas quoi en faire, ils ouvrent le micro, ils racontent n'importe quoi. Non, mais c'est ça. Mais je dis une chose. Demander à un État de multiplier ses partenaires pour réussir une lutte n'est pas une mauvaise chose. Il faut le reconnaître. Et je pense que le Bénin coopère avec tous les pays que mon ami vient de citer, que ce soit la Russie, la Turquie et autres. Parce que quoi? L'équipement dont j'ai besoin, si je le trouve quelque part, je l'achète. Mais ce n'est pas à un citoyen de dire, parce que le citoyen n'est pas militaire. Est-ce qu'il sait? Mais ce n'est pas un citoyen de dire qu'on a tel équipement. Et aujourd'hui, je pense que l'État aussi n'a pas médiatisé tous les équipements que nous recevons. Parce que nous sommes. Il y a le secret défense. Il y a le secret défense. Nous avons un ennemi. Est-ce que l'ennemi, je vais exposer tout ce que j'ai comme équipement pour affronter l'ennemi, je vais l'exposer. Raison pour laquelle je dis, ceux qui mêlent moi, en fait, il y a des débats parce que quand vous donnez de la valeur à ce que certaines personnes racontent, c'est vous en rajoutez. Il faut les ignorer. Oui, il faut les ignorer. Moi, je pense que il y a certains débats, on ne va même pas les considérer, il faut les laisser. Mais je dis une chose, je pense qu'au plus haut niveau de l'État, les discussions toujours continuent pour régler de manière efficace ce problème que nous avons. Et c'est notre problème. C'est ça. Il faut soutenir. Parce que ce n'est pas n'importe qui accepte mettre sa vie, s'offrir comme ça, défendre la vie des autres. Vous les voyez, défendre le centime de notre territoire. C'est pas facile au prix de leur vie. Mais qui peut accepter ça? C'est un sacrifice. C'est vrai, on va dire, ils ont pris l'engagement, ils ont prêté serment. Mais quand des situations arrivent
il faut les soutenir, il faut les encourager. Raison pour laquelle moi je dis, quand je me retrouve dans des discussions et que certaines personnes commencent à faire certains commentaires, je leur demande simplement retirez ce que vous avez dit, parce que est-ce que vous là, vous qui semblez vous présenter comme un spécialiste, si on vous remet l'âme là, est-ce que vous pouvez dire par où il faut tirer, comment il faut se préparer, comment il faut répondre efficacement? Donc je dis aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux abusivement, ou bien les gens ont le téléphone à main, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ce qu'il faut en faire. Merci à vous. Oui, Frida Rasso, je voudrais insister sur un aspect. La guerre communicationnelle à laquelle on assiste, c'est important. Ça a commencé exactement comme ça au Niger et au Burkina. Et les gens ont banalisé le fait que des gens ont commencé par dire un certain nombre de choses. Ça a donné des sentiments, ça a fait pousser des ailes à certains qui trouvent qu'ils avaient la solution. Ils sont là, mais ils ont poussé leur pays. Plus ils ont enfoncé, je vais dire, leur pays, plus qu'il n'en fallait. Je crois que cette affaire de la communication qui n'est pas maîtrisée, c'est une guerre, on est dans une guerre communicationnelle. Et tout ce qui se dit, nous on pense que c'est dit au hasard. Non, il y en a qui commencent, ils font ébruiter juste une idée parce qu'ils ont intérêt à ce que cette idée-là puisse s'amplifier au sein de l'opinion. Mais est-ce qu'on a intérêt et c'est à pour ce que cela, notre pays ait des problèmes? Et c'est pour cela que je dis, lorsque des gens commencent par faire un certain nombre de commentaires, lorsque des gens commencent par faire un certain nombre de commentaires, ce n'est pas que on salue ce que IB fait, mais je trouve que pour des raisons de sécurité d'État, il va falloir à un moment donné prendre les responsabilités qu'il faut, parce que ce type d'idées qu'on ventile là, ça fait pousser des ailes. Ce sont les autres qui sont meilleurs. Et ça fait pousser des ailes à des gens qui pourront penser à des choses qu'il ne faut jamais tolérer. Donc, ce que je dis, c'est nous sommes dans une guerre informationnelle et nous sommes dans une guerre asymétrique. Nous sommes dans deux types de guerres. Et lorsque on est dans ces deux types de guerres, il faut faire attention. On ne peut pas permettre à l'ennemi non seulement de contrôler, de maîtriser le terrain physique, mais le terrain communicationnel de le maîtriser. Nous sommes dans une guerre et lorsque des soldats sortent et tombent, c'est vrai, on va déplorer, mais il se fait que nous sommes dans une guerre et il n'y a pas de guerre sans mort. Et le Tchad, le Nigeria et autres continuent de le faire. Et ce qui devrait interpeller les gens, pourquoi les éléments là ne quittent pas le Nigeria pour venir agresser le Bénin? Parce que ce n'est pas possible. Lorsque le Nigeria sent qu'ils ont opéré, ils sont venus au Bénin, ils peuvent venir intervenir au Bénin. Et lorsque le Bénin sait que c'est du Nigeria qui sont venus, le Bénin peut aller intervenir au Nigeria. Mais pourquoi les deux autres pays ne veulent pas que ce soit ainsi? Pourtant, ils sont venus parce qu'ils veulent que leur pays soit plus sécurisé. C'est ça la sécurité dont ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Merci à vous. Ils sont plutôt des problèmes. Merci à vous. Merci à vous, Jacques Manassé. En tout cas, on vous comprend. Vous exhortez les uns les autres au patriotisme parce que le Bénin, c'est notre pays, il faut le dire. C'est notre pays, ça ne va arranger personne. Et nous devons rester unis pour faire face à l'ennemi. Il ne sert à rien de vendre notre pays, de dire qu'on a tel équipement, qu'on a telle chose, on n'a pas telle chose. Les autres sont en train de rire de nous. C'est important. L'armée a les moyens et les dirigeants, ça c'est ce qu'il y a à faire. Soutenons le mouvement, je crois, parce que c'est un combat, vous l'avez dit, nous sommes désormais dans une guerre asymétrique. Merci à vous, chers confrères, merci beaucoup. On va se pencher du côté de notre invité surprise, Monsieur Noël Chadaré. Une fois encore, bonjour. Oui, bonjour à nouveau. Et merci de nous avoir écoutés. Oui. Le journalisme, c'est aussi le patriotisme. Que ceux qui ne veulent pas entendre, l'entendent aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un pays, on ne va pas laisser le pays être emporté. C'est pas possible. On n'a pas deux patries. On n'a pas deux patries. Nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Voilà. C'est important. Alors, Monsieur Chadaré, une fois encore, merci d'être là. Oui. C'est vrai que le sujet, c'est un peu triste. Oui, je sais que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ceux-là qui sont tombés d'abord. Bien sûr que je dois présenter, n'est-ce pas, exprimer toutes mes compassions,
n'est-ce pas, aux familles des disparus, ceux qui sont tombés au front, et puis présenter les condoléances à l'armée béninoise, n'est-ce pas, et à notre pays. L'armée qui se bat, vaille que vaille, qui fait tout ce qu'il faut faire, parce que notre sécurité, c'est dans leurs mains. Tout à fait. Et ils font du très bon travail. Donc, moi, je dois dire qu'il leur faut encore beaucoup de courage. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire, et c'est le gouvernement assure la sécurité. Bon, moi, je demande un peu à ceux-là qui passionnent le débat de le dépassionner. Dépassionner, parce que on a un seul ennemi, hein. L'ennemi, ce sont ces groupes armés. Moi, je ne veux pas les appeler terroristes. Ces groupes armés, ces bandes armées, n'est-ce pas, qui arrivent, qui viennent de façon, ils surgissent, agissent et sèment la désolation dans les familles. Donc, nous devons rester unis tous. Ne pas chercher la petite bête par ici, par là. Regardez tous de l'avant, parce que... Non, ne pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison. Non, il faut soutenir le pouvoir, soutenir le gouvernement, soutenir l'armée, regarder dans la même direction, faire des efforts, parce que eux seuls ne peuvent pas faire le combat. Ils ont besoin d'informations aussi. Les populations doivent coopérer. Évitons de, par exemple, stigmatiser les Peuls. Parce qu'on les voit un peu, qu'ils sont comme responsables et tout. Voyons comment on peut faire pour, d'abord à notre sein, donner les informations. Et ça, il faut sensibiliser, travailler à cela. Je crois que des actions sont en train d'être menées dans ce sens. Mais il y a nécessairement une collaboration, une coordination entre les pays, le Niger et le Burkina et le Bénin. Il y a une nécessaire coordination. Parce qu'en matière de renseignement, on en a besoin. Et ils ont des informations. On doit pouvoir recouper les informations et travailler de manière à ce que, de façon collégiale, le combat contre ces groupes armés qui viennent semer la désolation, mais qu'on puisse réduire. Ça, c'est le court terme. Parce que ce combat ne va pas s'estomper si, en dehors de cette lutte qu'il faut mener contre ces forces, ces bandes armées, ces groupes armés, il faut aussi penser à des solutions à long terme. Parce que si aujourd'hui on en est là, est-ce que c'est pas parce que la jeunesse parfois est un peu dans une situation d'esperados, des gens qui sont désespérés dans ces zones? Est-ce que on peut pas, il y a des moyens, des solutions à moyen terme ou à long terme, il faut occuper cette zone-là. C'est des zones qui sont un peu des sortes de no-man's-land. Il faut que la présence de l'État fait défaut. Voilà, fait défaut. Il faut occuper, il faut il faut d'autres réflexions. Hein. Il faut réfléchir à cela et voir comment faire pour que ces jeunes qui sont peut-être désœuvrés, et d'installer peut-être des usines, d'utiliser les employés. Mais quand ils sont occupés, qu'ils donnent un sens, ils ont un sens à donner à leur existence à travers le travail, à travers ce qu'ils font, à travers, n'est-ce pas, les moyens de distraction et tout ça. Quand ils ont ça, est-ce qu'ils peuvent répondre facilement à l'appel de ceux qui dirigent ces groupes armés? Et il faut lutter contre ça à moyen terme. Mais à court terme, il faut une coopération avec tous les pays, même s'il y a des problèmes entre les pays au niveau des têtes qui nous dirigent. Mais ces populations-là n'ont pas de problème. Les Nigériens, les Béninois, les Maliens, les Burkinabés sont des frères. Et il y a des liens séculaires. Et donc, ceux qui dirigent ces pays doivent se dire, nous, on n'a pas un problème avec les Béninois, on n'a pas un problème avec les Nigériens, on n'a pas un problème avec les Maliens, on doit aller voler à leur secours. Et pour cela, cette nécessaire coopération, cette nécessaire solidarité nous impose les différentes armées, les chefs d'état-major, de se retrouver, travailler. Je demande au pouvoir béninois, le chef de l'État, quoi qu'il arrive, de faire tout pour que, n'est-ce pas, de faire des pas. Les relations se pacifient. Pour que, au niveau, même si on n'ouvre pas les frontières et tout, mais au niveau de nos armées, qu'il y ait cette collaboration. Parce que c'est pas seulement au Bénin que les gens meurent. Hein. Ils sèment la désolation au Bénin, ils le sèment au Burkina, au Niger. J'ai suivi tout à l'heure sur RFI, il y a eu au Burkina des morts encore.
des morts, je crois qu'on a parlé de 8 ou 10, et puis il y a les civils qui vont secourir, vont à la rescousse de l'armée, il y en a qui sont morts aussi. Donc ça se passe au Burkina, ça se passe au Niger, ça se passe au Nigeria aussi avec les forces. Non, le mal est commun. Donc c'est un mal commun, c'est ensemble qu'il faut, n'est-ce pas, se souder pour donner, n'est-ce pas, endiguer à court terme, mais à moyen terme, il faut d'autres moyens, d'autres solutions pour éviter qu'ils viennent pêcher, recruter parmi ces jeunes qui se sentent un peu désœuvrés. Il faut occuper, n'est-ce pas, ces endroits qui sont comme des no-man's-land. La présence de l'État est indispensable. Noël Chadaré, sur KPFM, sur l'émission Regard. Alors, Noël Chadaré, on vous a connu comme syndicaliste bontain, secrétaire général de la COSI Bénin. Aujourd'hui, vous avez vos 2 pieds dans le monde politique. Beaucoup de personnes, disons certaines personnes ne comprennent pas ce qui vous a motivé à aller vers ce monde-là. Un monde qui... tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Hein? Oui. Si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas là-bas. Mais vous avez osé. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le monde syndical pour le monde politique? Bon, quitter le monde syndical, j'avais fini ma mission. Ok. On a fini votre mission. Voilà. Okay. Donc 2 mandats au niveau de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, c'est 2 mandats, pas plus. Donc j'ai, n'est-ce pas, terminé les 2 mandats et j'ai passé la main au camarade Kodio Khenlin, qui est désormais le secrétaire général de la COSI. Je ne suis qu'un secrétaire général honoraire, secrétaire général honoraire à vie. Okay. Voilà, il faut le savoir. Todjinou est secrétaire général honoraire. Aujourd'hui, comment il s'appelle, le rouge, et Seiko, secrétaire général à vie. Donc c'est comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai estimé qu'il fallait continuer. Si vous avez suivi la cérémonie de réception fortement médiatisée, la cérémonie de réception au niveau de l'UP, si vous avez écouté mon discours, le discours a été clair. J'ai dit, si je suis venu en politique, c'est pour inscrire mon action politique dans la continuité de l'action syndicale. Je n'oublie jamais cette phrase. C'est ça qui me motive, moi. Inscrire mon action politique dans la continuité de mon action syndicale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que je veux continuer de servir, d'être utile à ceux qui ont besoin qu'on continue de porter leur voix. De le faire, n'est-ce pas, dans la discrétion, mais de le faire de façon plus efficace. C'est ça, parce que quand j'ai choisi de partir, d'aller, n'est-ce pas, à l'Union progressiste Le Renouveau, les gens sont surpris, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il va là-bas? Il y a des gens qui sont de bonne foi, et ça, ils sont les plus nombreux, parce qu'il y en a qui ne sont pas de très bonne foi, parce qu'ils me voient un peu comme un problème pour eux, mais la majorité, c'est ceux qui n'ont pas été contents, c'est des gens qui m'estiment, qui m'apprécient. Et je suis un homme public et je dois pouvoir accepter n'est-ce pas, leurs critiques. Je suis à leurs yeux cher. Ils m'ont vu dans les combats, dans les luttes avec le pouvoir de Yahi. Et moi, quand je suis dans un combat, je le fais de façon sincère, avec beaucoup de passion. Et je le fais avec le pouvoir de Yahi, je le fais avec aussi le pouvoir actuel. Donc, j'ai assumé ma fonction. Donc, ils ont une admiration pour moi, ils apprécient. Et ils ne comprennent pas que j'aille de l'autre côté. Je ne leur en tiens pas rigueur. Parce que c'est normal qu'ils pensent un peu comme ça. Maintenant, il faut qu'ils comprennent que moi, quand j'ai décidé d'aller là, je ne suis plus syndicaliste, j'ai tourné la page. Je suis simplement un secrétaire général honoraire. Mais je veux aller là pour servir, pour inscrire mon action syndicale et mon action politique dans le conduit de l'action syndicale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, je suis plus proche des pouvoirs de décision. Et j'ai des problèmes des travailleurs qui sont là. Les problèmes, c'est pas seulement les travailleurs, c'est les minorités, ceux qui sont le peuple béninois, hein, les paysans, qui sont des gens qui produisent beaucoup de la richesse. Ah mais Noël Chadaré, vous voulez dire que vous n'avez pas déçu quand vous avez désormais les 2 pieds dans le monde politique? Vous n'êtes pas déçu encore? Non, je ne suis pas déçu. Je suis allé pour... C'est très tôt d'être déçu. Ok. Donc vous êtes à l'aise? Non, pour l'instant, oui, pour l'instant, je fais ce que je dois faire
pour voir comment impacter, jouer un peu l'avocat, faire le lobbying pour que les problèmes qui sont en instance pour les travailleurs, pour, n'est-ce pas, les paysans, pour ceux qui ont besoin d'être, n'est-ce pas, ont besoin de voir leurs problèmes être défendus auprès de pouvoir de décision, qu'il y ait des gens qui puissent le faire. Donc, c'est ce que je fais. Je ne suis plus, ça je dois le dire aussi, je suis plus dans une posture de revendication. C'est ça. Parce qu'il y en a qui continuent de comprendre, parce que la dernière fois j'étais sorti sur une émission sur Canal, il y en a qui pensent qu'ils attendent le même discours que j'ai l'habitude de tenir. Et ils vous disent, le discours a changé. Ben, c'est le bon sens. Le discours ne peut pas être le même. Parce que ça, il faut que je l'explique. Et on peut me faire le procès, mais le discours ne peut plus être le même parce que c'est dans une posture de revendication en tant que syndicaliste. Mais je ne suis plus dans la posture de syndicaliste. Je suis dans la posture de quelqu'un qui est dans un parti politique et il a choisi d'aller dans un parti qui soutient le pouvoir actuel. Ça aussi, les gens n'ont et donc, quand la position change, le discours aussi change, c'est ça? Oui, parce que je suis dans une posture de militant politique. Et dans cette posture de militant politique, où je dois, n'est-ce pas, je veux, n'est-ce pas, faire passer des intérêts des plus démunis, les plus pauvres et tout, je suis proche des centres de décision. Il y a déjà un climat de méfiance qui disparaît. La méfiance vis-à-vis du syndicaliste que j'étais, cette méfiance, je veux croire cela. Et cette méfiance disparaît et il y a beaucoup plus de confiance. Parce qu'on se dit, bah, lui, s'il nous fait des propositions, c'est peut-être pour que nous puissions gagner, être toujours au devant. Donc je suis là pour profiter de ce climat de confiance et faire de telle manière. Je serai dans un parti d'opposition. C'est bon, les gens veulent me voir dans l'opposition. Ben, si je suis dans l'opposition, je vais donner de la voix, crier et tout ça. Mais est-ce que je gagnerai quelque chose pour ceux-là qui ont besoin d'être aidés dans l'immédiat? Ceux qui sont au pouvoir me verraient toujours comme quelqu'un quelqu'un qu'on peut, qui n'est pas venu en odeur, il n'est pas en odeur de sainteté. Donc, la décision d'aller en politique, c'est la décision de continuer, non pas de jouer le rôle du syndicaliste. Les syndicalistes défendent déjà tous les problèmes posent les problèmes qu'il y a pour les travailleurs, que je connais, et que je continue, n'est-ce pas, je continue de jouer le rôle d'avocat dans la discrétion auprès de ceux qui doivent régler ces problèmes. Quand je parle des AME, j'étais bien au début dans le combat pour eux. D'abord, ils ont commencé 9 mois, 11 mois, 12 mois, et il faut qu'on les reverse et tout. Et bien, les syndicats jouent leur rôle. Mais moi, je joue mon rôle aussi en tant qu'avocat, enfin quelqu'un qui est proche du pouvoir et qui dit, mais ceux-là, on ne peut pas faire 3500. 3500 pour... c'est pas mauvais, mais c'est insuffisant. C'est pas mauvais, c'est insuffisant. Et ça risque... Qui est-ce qu'il faut prendre? Qui est-ce qu'il faut laisser? Il faut... Si vous mettez... Il y a une commission qui a été mise sur pied pour faire les critères et tout, mais ce que vous voulez faire risque d'être contre-productif. Parce que si vous les prenez, vous faites 3500, mais vous allez créer des frustrations. Et ça, c'est des avis de personnes, c'est l'avis syndicaliste, mais l'avis de quelqu'un qui dit, vous allez faire des frustrés. Et vous, le résultat que vous voulez obtenir, ce sera le contraire. Il faut voir si vous pouvez prendre le plus grand nombre. Et comment faire pour prendre le plus grand nombre? Alors que dans le budget qu'ils ont, c'est le budget prévoit ce nombre que je viens de dire. Donc, si on doit augmenter, élargir, il faut qu'ils trouvent des dispositions. Et ça, on fait beaucoup de pression. Okay. Alors, mais je n'ai pas besoin de le dire publiquement parce que je n'ai pas envie de porter ombrage au syndicat. On a, leur rôle, on a compris. Et en même temps, de ne pas faire du bruit autour parce que je fais un travail souterrain. On a compris vos motivations. Voilà. Mais pour vous, réellement, faire la politique, c'est quoi? Faire la politique, oui, c'est travailler pour le bien-être du grand nombre. Travailler pour le bien-être de la communauté. Être au service de la communauté. Faire de telle sorte que ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui sont les plus démunis, qu'il y ait beaucoup plus de justice
distributif dans la répartition de ce que nous avons comme richesse. Il faut que ceux qui produisent la richesse, ils soient dans les meilleures conditions, ils soient protégés quand ils sont malades, qu'ils puissent aller à l'assurance santé, sécurité et tout, au travail, et puis se retrouver aussi, quand ils vont dans les hôpitaux, être soignés. Il faut qu'ils sentent que le travail qu'ils font, n'est-ce pas, pour lequel ils passent tout le temps, le clair de leur journée à travailler, qu'ils puissent bénéficier, qu'ils puissent en jouir, qu'ils puissent être épanouis. Donc faire la politique, c'est travailler à l'épanouissement du peuple. C'est ma conception. Travailler à l'épanouissement du peuple, faire de telle sorte qu'il y ait un peu plus de justice et que le plus grand nombre se retrouve, n'est-ce pas, concerné par ce que nous avons comme fruit, que nous récoltons comme fruit de notre richesse. Voilà un peu. Alors, Noël Chadari, et pour réussir cette mission, est-ce que c'est seulement au niveau de la mouvance qu'il faut être pour réussir cette mission que vous venez de parler, travailler à ce que le grand nombre puisse avoir satisfaction, surtout quand ils ont des problèmes? Est-ce qu'on peut rester du côté de l'opposition aussi? Oui, mais je vous ai dit tantôt, rester du côté de l'opposition. Bon, d'abord, par nature, je suis travailleur, je suis syndicaliste, je suis quelqu'un de gauche. Je suis un homme de gauche. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais chauffeur des étudiants qui étaient très séduits par NCC, notre cause commune, qui avait un parti de gauche. Et puis après, par le parti de Bruno Amoussou. Donc je suis naturellement, viscéralement de gauche. Vous voulez dire que le parti Les Démocrates n'est pas du gauche? Non, je n'ai pas. Ils vous diront quels sont leurs... Est-ce que vous avez l'impression que le Bénin a véritablement de partis politiques ancrés dans des idéologies? Mais l'UPR est dans ce... C'est écrit noir sur blanc dans les textes. Oui, mais il se fait que nous avons l'UPR qui s'inscrit à gauche. Nous avons aussi les démocrates qui s'inscrivent. Non, je crois le Parti communiste du Bénin. Bon, ça n'existe plus. Ah oui? Pourquoi vous dites que ça n'existe plus? Est-ce que parmi sur la liste des partis politiques officiellement reconnus au Bénin, le PCD y est? Bon. Non, donc ça n'existe plus. La liste qui a été révisée certainement. Voilà, donc ça n'existe plus. Et sur les partis qu'on a là, nous avons, nous allons parler de ceux qui sont représentés aujourd'hui. Nous avons l'UPR, nous avons le BR et nous avons LD, puis FCBE. Est-ce qu'aujourd'hui on peut classer avec certitude que LD est de gauche ou de droite, UPR de gauche ou de droite? Mais je vous réponds pour le parti qui est le mien. Oui, et qu'est-ce qui peut justifier une collaboration d'une partie de gauche avec une partie qui est censée être de la droite? Les Républicains. Non, il n'y a pas une collaboration. Les Républicains. Puis s'ils soutiennent tous les actions de même. Les démocrates. Ah oui, vous parlez du BR, oui, bien sûr. Oui, bon, vous savez, on est dans une situation où le pouvoir qui est là, le chef d'État qui est là, est arrivé. Il n'est pas venu avec les partis. Il n'est pas l'émanation d'un parti. Mais qu'est-ce qui peut justifier que la gauche et la droite puissent se mettre ensemble pour soutenir un homme? Ah ben s'ils trouvent... Cela ne vous paraît pas un peu bizarre? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que il doit avoir eu, n'est-ce pas, un contrat pour que ceux qui sont le bloc républicain et le bloc libéral... Qu'est-ce qui peut les unir? Qu'est-ce qui peut les unir? L'intérêt du peuple. C'est les intérêts du peuple. Ils peuvent se retrouver parce que même dans ce que fait le pouvoir actuel, qui n'est pas l'émanation des partis, il y a des éléments ils peuvent retrouver leur compte. L'UPR trouvera son compte, le BR trouvera son compte. Ils ont peut-être donné des idées pour aller dans cette direction, pour telle situation. Chacun selon ses préoccupations, selon son orientation politique. Ça, c'est possible. Parce qu'on est dans une situation où... Mais nous, on espère qu'un jour, nous aurons un homme politique qui sera véritablement du parti, quelqu'un de la gauche. Et ça, c'est notre souhait. Et qui va avoir un programme de parti. C'est notre souhait, programme du parti UPR, par exemple, le parti pour dire, et dans lequel, n'est-ce pas, celui qui est élu va s'inspirer. Ça se passe avec l'ANC. L'ANC en Afrique du Sud. L'ANC, avec le grand programme, parce que c'est une centrale syndicale,
n'est-ce pas, la COSATU, qui est avec l'ANC, mais un travail est fait et on sait que voilà le programme, le grand programme général dans tous les secteurs. Et le président qui est élu est un président qui ne vient pas avec son programme. Et ça, c'est des souhaits c'est un souhait pour moi. Qu'est-ce qui se fait actuellement pour qu'on aboutisse à cela? Il vient puiser dans le programme du parti. Parce que c'est le parti qui a gagné les élections. Et donc ici, le chef d'État est venu, il n'est pas l'émanation d'un parti. Vous êtes membre de l'UPR depuis un moment. Oui, naturellement. À l'intérieur de votre parti, qu'est-ce qui se fait pour qu'on aboutisse à ce souhait que vous venez d'exprimer? Ben, je dois vous dire que pour ce qui concerne le parti, je n'ai pas... D'abord, je suis membre du parti. Il y a des instances qui sont des instances dirigeantes. Il y a le porte-parole, il y a le président. Et s'ils sont plus habilités à vous donner la réponse... Oui, en tant que simple membre... À l'interne, je dirais ce que je peux dire. C'est une réponse habile pour ne pas donner des... En tant que simple membre, aujourd'hui, on constate que votre parti fait l'objet de beaucoup d'attaques. Attaques verbales, a dit que beaucoup de critiques, si vous voulez, surtout depuis que Maître Adrien Ngouedi fait ses sorties, notamment sur le code électoral. On a également entendu les critiques qui ont suivi la dernière sortie du président Joseph Diogbenou. Est-ce que, en tant que militant de ce parti, est-ce que vous n'êtes pas gêné? Est-ce que, par rapport à ces attaques-là dont fait l'objet votre parti aujourd'hui? C'est la vitalité de la démocratie. Ça ne vous gêne pas? Non, c'est la vitalité de la démocratie. C'est la réponse que je peux vous donner. C'est bien que il y ait... mais on jette la pierre à un arbre qui a beaucoup de fruits. Oui. De très bons fruits. Voilà. Donc vous comprenez. Et c'est la vitalité. On ne peut pas empêcher les gens de critiquer, de dénoncer. J'ai écouté le président Oumbedi, vous voulez bien que je dise un mot là-dessus. Oui, justement. Mais je ne vais pas sur le fond, je ne dirai pas grand-chose. Il est ne dirai rien. Votre parti. Sur le fond, puisqu'il est d'une partie, sur le fond, je ne dirai pas, je ne vais pas, est-ce que c'est pertinent, c'est pas pertinent, ce qu'ils souhaitent, on va revoir le code électoral, faire revenir au pays ceux qui sont à l'étranger, les hommes politiques qui sont allés en exil, et n'est-ce pas, ceux qui sont en prison et tout. Bon, sur cela, dans la pertinence ou l'impertinence, je ne dirais pas, mais est-ce que pour moi, c'est la question que je me pose un peu, parce que ça fait plusieurs sorties, est-ce que il n'y a pas, parce que son objectif in fine, il veut atteindre un objectif. Est-ce que cette façon de procéder va produire les résultats qu'il escompte? C'est la cause. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres manières de faire, de procéder? Je ne veux pas, c'est un grand politicien. Donc vous avez le sentiment que Ngouedi veut quitter, c'est ça? Non, je dis pas qu'il va quitter, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu procéder autrement? C'est ça. Pour atteindre les objectifs, parce que si tant est qu'il estime, il fait partie du parti, il a soutenu il est dans la mouvance. Donc, si tant est qu'il estime que ces choses-là doivent être revues, est-ce que c'est, n'est-ce pas, Urbi et Orbi, n'est-ce pas, c'est qu'il doit faire ces déclarations? Est-ce qu'il n'aurait pas dû peut-être trouver une autre formule pour atteindre ses objectifs? Moi, je ne sais pas, mais il est du parti et il a pris part aussi à tout ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas envie de faire un procès, faire juger quelqu'un pour ce qu'il fait. C'est pas nature, je ne juge pas. Mais je pense que je m'interroge sur la forme utilisée. Sur la forme utilisée. La forme utilisée pour revendiquer, pour réclamer ce qu'il entend réclamer. Est-ce que la forme n'aurait pas peut-être être revue? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres voies, d'autres stratégies pour atteindre cet objectif? Je me pose la question. Mais je n'ai pas envie de juger ce qu'il a posé. Au cas où cet homme décide de partir de l'UPR, est-ce que le parti ne va pas être ébranlé? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, que Maître Adrien Ngouedi, on le voit aussi avec visiblement veut quitter parce que député démocrate. Est-ce que ce serait pas vraiment un problème? Mais le parti a des textes et ils font partie du parti. Est-ce que les textes autorisent, permettent? Moi, j'ai pas envie de. Je vous ai dit, moi, mon objectif, c'est pas d'entrer dans les polémiques des hommes politiques, la politique politicienne. Je suis venu
en politique parce que j'estime que je peux impacter, influencer, et que le social, ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté, ceux je puisse aider pour qu'ils trouvent satisfaction. Oui, je ne veux pas entrer dans les polémiques de politiciens qui sont des politiciens chevronnés. Je suis en apprentissage auprès d'eux et j'espère que ce sera un bon apprentissage. Et je vais tirer des enseignements de ce qu'ils font, mais je veux voir le social être davantage pris en compte. Il est pris en compte ici, mais actuellement, mais avec ce pouvoir, mais il doit être davantage pris en compte. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on doit tenir compte de ce. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, et il n'est pas le pouvoir d'achat des Béninois. C'est des choses. Mais quand je me rends dans un milieu où je peux parler pour dire qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, faire des propositions, quand on va écouter, on va pouvoir dire, mais ces propositions qu'il fait là, on peut prendre certaines. Mais si je ne suis pas là, et que je reste dans un parti, dans une situation de quelqu'un qui ne fait que dénoncer, critiquer, après on applaudit, mais il est très bon, il a dénoncé, a critiqué, mais est-ce qu'il a gagné, ça nous rapporte quoi? Pour des travailleurs qui attendent d'être reversés en masse, pour quand je prends les paysans, moi je suis malheureux pour les paysans. Les paysans donnent le meilleur, c'est eux qui font. Je suis resté en Côte d'Ivoire. Je suis venu au Bénin à 21 ans. Je fais après 3 mois, mon père et moi, on sommes allés en Côte d'Ivoire. Et on a vu en Côte d'Ivoire des paysans qui viennent, les enfants viennent à l'école avec des voitures. Ils viennent les déposer avec chauffeur. Ils sont bien, ceux qui font le cacao, le café. Mais chez nous au Bénin, est-ce qu'on ne peut pas arriver là? Est-ce qu'on ne peut pas trouver les moyens pour que nos paysans aussi puissent être heureux? Je vais porter cette voix en allant là-bas. Noël Chadari. Voilà. On sait que vous êtes un grand combattant, vous êtes un syndicaliste, vous aimez que le peuple ait le minimum social. Mais si, au milieu politique, vous êtes aujourd'hui un homme politique, si ces ambitions, vous, au bout du rouleau, vous constatez que ça ne sera pas concrétisé, est-ce que tout de suite vous allez encore quitter bientôt? Est-ce qu'on va encore retrouver Noël Chadari hors de la politique ou démissionner là où il est? Parce qu'il pense que les ambitions pour lesquelles il est venu, alors ne sont pas réalisables ici. Non, de toute façon, je peux vous garantir une chose, c'est que je ne ferai jamais le nomadisme politique. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vois moralement indécent pour moi. Ça fait partie d'un parti à un autre parti, et non, vous ne me verrez pas. Ça, si je sens que vous ne verrez pas, vous pouvez retenir ça pour me le jouer plus tard. Vous ne me verrez pas. Et je suis convaincu que l'UPR est le parti qui, avec, n'est-ce pas, ce qui est bien écrit dans les textes, un parti qui peut jouer ce rôle de parti de gauche pour qu'il y ait plus de justice sociale, et pour que les Béninois se sentent mieux, qu'ils soient épanouis. Si vous dites, comme vous le dites, si je constate que je n'ai pas, mes attentes ne sont pas comblées, mais au moment venu, j'aviserai. Oui, justement, oui. Monsieur Chadari, oui. Vous faites partie, vous êtes membre de l'Union progressiste, le Renouveau. Oui. Le président de votre parti, à l'occasion, a fait une sortie récemment, oui. où ses propos ont semblé choquer beaucoup. Il parlait de discrimination. Oui. Dans la gouvernance. Est-ce que, de votre point de vue, vous pensez qu'un parti de gauche puisse, ou du moins le responsable d'un parti de gauche, puisse venir faire une telle déclaration publiquement? Bon, vous êtes fait une opinion de ce qu'il a dit. Vous avez apprécié. Je n'ai pas encore fait, je n'ai pas donné mon opinion, mais j'ai dit ça sans me choquer. Parce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que c'est pas normal, parce qu'ils semblerait, ils ont entendu de la bouche du président. Parce qu'il y a une phrase là. La gouvernance est une discrimination. C'est exclu. Donc c'est une discrimination. Même si la phrase est sortie de son contexte, mais les gens ont entendu. Parce que j'allais me dire, est-ce qu'on n'a pas sorti la phrase de son contexte? Bon, moi, je n'ai pas suivi, mais ce que je peux vous dire à ce sujet, bon, nous sommes dans un parti politique. Il y a eu cela, il y a eu des vagues, ça a suscité des vagues, des critiques et tout. C'est pas ici que moi je vais apprécier ça. Ça ne m'attendez pas.
Parce qu'on ne va pas avoir, c'est pas sur la place publique que s'il y a des choses sur lesquelles on est d'accord ou pas d'accord, on va le dire. Donc vous demandez, est-ce que la phrase n'est pas sortie de son contexte? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, est-ce qu'on n'a pas sorti la phrase de son contexte? On va revoir un peu le contexte dans lequel il a parlé. Les éléments, le contexte. Et bon, oui, au sein de notre parti, on pourra discuter de cela. Oui, est-ce que vous, homme de gauche, vous pensez réellement que gouverner, c'est forcément... Non, je vous ai dit un peu... C'est forcément discriminé. Ne mélangeons pas les choses. Je vous ai dit ici... Je vous ai dit ici que moi, mon combat, c'est comment faire pour que le plus grand nombre de Béninois... Justement, puisque votre président a affirmé que face aux moyens très limités et aux besoins illimités, il faut faire des arbitrages. Et vous soutenez qu'il faut que le plus grand nombre puisse en profiter. J'étais content quand je vous entendais parler de le revenu du paysan. Il faut que cela puisse Mais comment améliorer, par exemple, le revenu du paysan? Comment améliorer le revenu du paysan? Voilà. Oui, il faut prendre des décisions. Je dis, par exemple... Quoi? Oui, les paysans. Vous avez des paysans qui font l'anacarde, ce qu'on appelle le cajou, l'anacarde et tout, et le coton, mais qui n'ont pas les moyens pour démarrer. Ils vont faire des prêts usuriers. Des prêts usuriers. C'est-à-dire qu'ils prennent 100 francs, et on doit les rembourser 200 francs. Et quand ils produisent, dès que la récolte est là, qu'ils récoltent, mais les usuriers sont déjà à leur trousse. Et ils sont obligés de brader, quand les brader, vendanger ces récoltes à vil prix. Parce que c'est pour ça qu'ils vont vendre. Et donc, on devrait trouver une formule, vous me permettez d'aller où? On devrait trouver une formule qui fasse que ces paysans-là, qu'on puisse leur faire des prêts pratiquement, des banques de paysans à taux pratiquement nul, et sans faire trop de complicité, on complique trop de complications pour qu'ils puissent avoir accès au crédit. Il faut revoir la façon dont on fait. Il faut mettre des banques. En Côte d'Ivoire, ça existe. Oui, voudrez-vous nous dire que la formule Fonds de développement de l'agriculture ne serait pas la bonne? Non, mais il faut améliorer. Parce que jusque-là, ils vivent comme ça. Ils vendangent les produits et ils attendent la prochaine, n'est-ce pas, semence. Et donc, ils ne sont pas bien. Est-ce qu'on ne va pas trouver une caisse, par exemple, de soutien et tout ça? Parce que parfois, les prix, n'est-ce pas, chutent sur le plan international et tout. Il faut trouver peut-être une caisse de stabilisation. Il y a des idées que moi j'ai, que je vais des propositions qu'il faut faire pour voir un peu comment faire que le paysan qui donne, grâce à eux qu'on a cette richesse, que le paysan aussi vive bien, mieux. Ils vivent mieux qu'aujourd'hui. Je rappelle que les amis auditeurs vont intervenir dans quelques secondes. Mais Noël Chadaré, parce que on sait que c'est surtout dans le domaine de l'enseignement, vous avez mené beaucoup de combats. C'est vrai, vous avez évoqué... Là, c'est politique. C'est pour tout le monde maintenant qu'il faut mener le combat. Oui, mais alors, pour tout le monde, ceux-là aussi sont dans cette catégorie, les AME. Aujourd'hui, où vous êtes politique, est-ce que quelque chose à ce niveau va évoluer? Parce qu'ils veulent vous écouter. Ils savent que vous serez sur Cap FM. Et beaucoup ont dit, on va voir ce que aujourd'hui, acteur politique, quelles seront les négociations dans l'homme que l'ancien secrétaire général qui a mené beaucoup de combats avec nous va faire pour que les choses avancent. Noël Chadaré. Oui, mais tout à l'heure, peut-être ils avaient déjà trouvé un peu une réponse par rapport à ça, parce que j'ai pris l'exemple, j'ai les AME, si j'étais au début, parce que et on leur a donné des heures impossibles, ils vivaient dans des conditions, enfin, les salaires étaient, 9 mois et tout. Et je fais partie de ceux-là, si je ne veux pas parler de moi seul, mais de ceux-là qui a, au devant le chef d'État, qui a dit, il faut qu'ils sortent de cette situation de précarité et qu'il faut trouver une passerelle. C'est moi qui ai trouvé ça. Une passerelle pour qu'après, n'est-ce pas, 2 ans ou 3 ans, on considère que c'est un service militaire et qu'ils puissent avoir un contrat de longue durée. Ils ne peuvent pas continuer comme ça parce qu'ils ont besoin d'une vie de famille. Je l'ai martelé, je l'ai répété, martelé plusieurs fois. Donc, maintenant où je suis
Et on a retenu l'option avec le chef d'État au palais. Quand il a dit, OK, M. Chadari, ce que vous dites est juste. Hein, on va voir un peu comment on va procéder. Et ça, c'est en train d'être... On a pris la décision que ceux qui ont fait 3 ans, ils vont finalement être, n'est-ce pas, reversés. Mais on a vu que ça traîne. Et ils sont... Je suis dans leur... Je mets dans leur peau. Je serai à eux que je vivrai tout ce qu'ils sont en train de vivre. Leur état d'esprit, l'impatience, la peur. Ils sont perdus parce qu'ils se disent, mais quand ça ne vient plus finalement. On a annoncé qu'on va nous reverser, mais c'est comme si c'était cette pièce de théâtre de Samuel Beckett en entendant Godot. Godot n'est jamais venu. Et pour eux, ça risque de ne pas se faire. Mais je crois que, comme je l'ai dit, je ne peux pas vous dire, dans l'ombre, je vais vous faire la discrétion. Je n'ai pas envie de porter ombrage aux gens. Il y a les syndicalistes qui jouent leur rôle. Mais moi, dans l'ombre, dans la discrétion, des choses se font. Et des choses se font, je peux les rassurer. Parce que j'ai dit tout à l'heure que j'ai eu à dire à ceux qui doivent décider, si vous faites 3500, vous allez créer des frustrations. Vous n'atteindrez pas les objectifs. Vous avez fait 3500 pendant combien de temps? Ils sont 33 000. 31 000, mais finalement 33 000. Ils sont à ce nombre. Comment est-ce que en combien d'années vous allez... Il faut trouver une formule pour prendre le grand nombre. OK. Donc, ils sont dans cette dynamique, le pouvoir est dans cette dynamique, les dispositions sont... Il faut des dispositions parce que le budget ne prévoit que pour 3500. Si on doit faire 3500, tout de suite, ils sont prêts à le faire. Et ils me l'ont dit, hein, je ne veux pas citer les noms de personnes que je rencontre. On peut le faire tout de suite, mais comme vous le dites, si on peut faire le grand nombre, et pour le nombre, il faut prendre des dispositions pour cela. Donc, je les appelle encore à la patience, même si ce n'est pas facile, parce que je comprends ce qu'ils vivent dans leur tête. Merci à vous. Noël Chadari, on va écouter les amis auditeurs. Ils sont déjà là depuis quelques minutes, ils sont là. Ils veulent intervenir. On va prendre quelques auditeurs. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wilfried. Bonjour. Paul Chaudaton à l'appareil. Hein. Monsieur Paul Chaudaton. Merci, je salue le syndicaliste. Salut à vous. Merci. J'apprécie votre courage. Hein. C'est pas donné à tout le monde. On a vu d'autres syndicalistes qui sont déjà actifs dans le secteur politique, qui sont, par exemple, je prends M. Ayadi, alors qui l'a condamné. Il joue son rôle, non? Donc moi, je ne vous condamne pas si vous avez choisi la vie politique après le milieu syndicaliste. L'autre sujet, c'est concernant le djihadisme. Moi, quand je m'exprime, on sait de qui il s'agit déjà. Celui qui n'a pas touché l'âme, s'il n'a rien à se dire, il se tait. Je suis un commando parachutiste et je sais de quoi je parle. Et j'ai même déposé ma candidature si on a encore besoin de nous. Prêt à aller au front. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un homme, ça. Donc, ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, les babalages inutiles là, moi j'ai demandé au chef de l'État, si la France ne peut pas nous livrer des drones de frappe de précision, alors la contourne les fusils d'épaule autrement. Je sais de quoi il parle. Il nous faut ça. Et les hélicos de chasse. Pour poursuivre sans quoi ni loi là. Parce que d'autres pays en ont. Et si nous n'en avons pas, il faut en approvisionner. La Turquie est mieux placée que l'Iran. Donc si on doit tourner les coups pour lutter contre ça. Et donc je ne vois pas là où se trouve le mal si je réclame ça pour mon pays. Et ce n'est pas les moyens qui manquent au niveau par la gouvernance de l'excellent Patrice Talon. Donc si nous demandons ça, nous savons de quoi nous parlons. Et si les autres pays ne veulent pas coopérer avec nous, nous n'allons pas continuer à les forcer la main. Ils ont leurs idées, ils pensent toujours que nous avons base militaire ici. Le Bénin n'a pas de base militaire. Nous avons des coopérants européens qui viennent nous donner des instructions par rapport à certaines choses ici. Mais base militaire, c'est le Niger, le Mali et autres là qui ont des bases militaires. C'est eux qui ont demandé aux Français de quitter leur territoire. Nous n'en avons pas ici. Donc il faut, puisque s'ils ont un autre problème ailleurs, c'est autre chose. Qu'on cesse avec ce dilatoire-là. Donc ce que nous avons à demander pour nos compatriotes, nos vaillants soldats qui sont au front, si quelqu'un veut parler là, chers journalistes, demandez-lui de filer la tenue treillée et aller au front comme les autres, parce que nous voulons ça. C'est ça. Nous sommes prêts. L'état-major, nous sommes là. S'ils ont besoin de nous, nous sommes prêts à aller au front. C'est de ça que le Bénin a besoin aujourd'hui.
Merci à vous, Paul Chaudatan. Un autre intervenant sur l'émission Regard. Bonjour, cher auditeur. Oui, ici c'est Philippe d'Almeida. Monsieur Philippe d'Almeida, nous vous écoutons. Oui, d'abord, je dis que moi qui vous parle, je suis prêt vraiment à aller au front. Vous êtes prêt à aller au front? Vraiment. Je suis prêt. Si on veut m'enrôler aujourd'hui, je suis partant. Je peux mourir même pour la patrie. Alors, je vous parle, il y a des femmes qui mettent au monde des enfants. Allô? Oui. Donc, on est beaucoup et nous sommes prêts à aller au front. Bon, ceci dit, j'aimerais aller à notre syndicat. Allô? Oui. Si tout ce à quoi nous avons assisté, avec beaucoup de respect, parce que nous avons assisté, surtout pendant le régime du président Boni Yaïkou, des grèves ont été déclenchées, on a tenu nos enfants à l'école, on a fait tout ça là, et qu'aujourd'hui maintenant là, on saute comme ça dans la politique. Je trouve que le syndicalisme au Bénin va prendre des années avant de retrouver cette lettre de noblesse. Parce que psychologiquement, lorsque les acteurs syndicaux vont commencer par prendre la parole publiquement, il y aura des doutes. Oui, monsieur Philippe d'Almeida. Il est parti, mais on a entendu. Mais j'ai bien entendu. On a entendu l'essentiel de ses préoccupations. Je vais donner la réponse. Ok, un autre. Bonjour. Monsieur le journaliste, Bonjour. j'invite depuis l'école. Je sais, nous vous écoutons. Rapidement. Je pense ce qui se passe avec nos soldats, ce n'est pas sur coup de tête qu'on va trouver la solution, comme l'a dit un du beau journaliste tout à l'heure, même après ce salarié, ce n'est pas comme ça. On ne prend pas les gens pour les envoyer seulement à l'abattoir en pensant que les gens sont prêts à aller seulement là-bas, à répondre la paix. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est revenir sur terre. C'est la coopération. Mais cela ne marche pas, on cherche notre code à notre acte pour pouvoir juguler cette crise. Je dis, en ce qui concerne la diplomatie, il faut aller loin par rapport à ce système, avec ce qui se passe maintenant. Et lorsque on veut enrôler les gens par rapport même au drone, tout ça là, avec nos équipements, ça ne se dit pas sur les antennes là. Non. Moi, je suis un ancien militaire, ça ne se dit pas. Jamais. Alors, ce que vous voulez, ce n'est pas que les gens ne vont pas aller contre vous. C'est la surprise qui gagne d'abord. La surprise. Je dis, n'importe quoi, c'est la surprise. Comment faire les gens, c'est pas facile, hein. C'est pas comme ça que je peux aller en répondre. Vous êtes dans un pays organisé. Pas un combat ordinaire où les gens vont aller contre les gens. Un combat sur là. Non. C'est pas ça. Monsieur Jesse, la communication devient défectueuse. Hein? Quelques petits soucis, hein? Parce que là. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Wifi de Razou. Bonjour, cher ami. François Kankinou. François, nous vous écoutons. Je salue tous les invités. Hein. Il y a quelques questions. Les djihadistes au Bénin, ils viennent pour combattre quoi? Qui sont... Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent au Bénin, c'est ça? Oui, ils viennent combattre quoi? Ok. Qui sont les commanditaires? Parce que si je commence pas à vous combattre là, c'est pas rapport à quelque chose, non? Si j'ai un conflit avec vous, le conflit, ça produit de quelque chose, c'est à cause de quelque chose. Maintenant, c'est pourquoi, c'est quel conflit le Bénin a avec ces djihadistes. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent en fait, c'est ça, hein? Pardon? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Merci. Maintenant, qui sont les commanditaires? Ou bien c'est une guerre contre le Bénin et qui sont en train de faire cette guerre contre nous? Qui? C'est la question que nous devons savoir d'abord. Ok. Vous voyez, je viens sur mon chef, en fait. Il y a une question pour vous. Noël Chadaré? Oui, il y a une question pour lui. Monsieur Chadaré, entre-temps, vous avez fait marche. J'étais sur le terrain avec vous. Et fortuitement, vous n'étiez pas sur le terrain, mais ils sont venus vous chercher en route pour vous amener à la baisse. Et fortuitement, là, bon, je sais quelque chose. Le soir de ce jour-là, on vous a libéré. Quelle est votre émotion de cette arrestation que moi je qualifie de dire? On a compris quand même, monsieur François, continuez-nous.
On va prendre le dernier intervenant. Oui, allô? Oui, bonjour. Sébastien Nyorossou, nous vous écoutons. Merci beaucoup à tous les débatteurs journalistes sur la question sécuritaire. Donc, on nous a dit d'aborder ces questions avec du réserve. Avec professionnalisme. Voilà, avec du... oui. Ah, vous n'avez pas sapé le moral de la troupe. Voilà. C'est important, hein? C'est important. Si les gars refusent d'aller là-bas, s'ils fuient, les gens vont nous... Voilà. Ouais, non? Ils vont nous terminer. Donc, il faut qu'on les encourage, hein? On les encourage. Merci beaucoup. Et c'est pour cela que je salue les journalistes. Merci. Nous les encourageons. Nous encourageons aussi le gouvernement pour ses efforts. Merci parce beaucoup. qu'ils ne dorment pas. Ils font des efforts. Comme on dit dans notre langue, Coco de Tengue, au Fumandike. Donc, ils sont en train de faire. Parce que ceux-là qui viennent nous combattre, on ne les voit pas. Ils surgissent, agissent et disparaissent. Donc, c'est là où c'est compliqué. Donc, je dois dire au gouvernement de revoir avec la nouvelle technologie avec les Européens. C'est ça. Et depuis Cotonou, on peut les suivre et aller voir là où ils dorment et faire quelque chose. Je crois que c'est très, très important. Ils n'ont qu'à tenir le taureau par les cornes. Et monsieur le syndicaliste, salut camarade. Je ne sais pas si on peut le dire encore. Oui, camarade, salut. Camarade, salut. Voilà. Je ne sais pas, on peut le dire encore. Oui, il faut le dire. Je vous salue pour votre courage. Merci. Et vous êtes bénis, oui, vous êtes courageux. Moi, je suis d'accord avec vous. Seulement que là où le bas blesse, et que moi, là où je suis de l'ONG, d'une ONG, de la société civile. Ça veut dire que je suis libre d'aborder toutes les questions. Je peux applaudir, je peux ne pas applaudir, je peux apprécier ce qui est bon et décrier ce qui n'est pas bon. C'est ça. Merci beaucoup, merci. Mais on a entendu, hein, c'est vrai que Sébastien Nyorossou, on a entendu ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Retour dans ce studio pour de Thomas Bouya. Monsieur Noé Chadaré, on vous donne le micro. Parce que là, nous n'avons plus assez de temps. Hein. Bon, je crois que je vais d'abord... Je n'ai que 3 minutes. Je vais n'est-ce pas, saluer le patriotisme de Paul Chaudatan et de Philippe d'Almeida. Et même le patriotisme de Sébastien Nyorossou. Oui, et aussi, aussi qui disent qu'ils sont prêts. C'est la patrie est en danger, ils sont prêts à aller au front. Il faut apprécier cela. C'est le patriotisme. Le patriotisme. Et c'est bien. Maintenant, il y a une question je crois que c'est toujours d'Almeida. Et bon, il semble il trouve que quand ça va mettre du temps que les gens, les Béninois, les travailleurs ne vont pas plus faire confiance parce que on a quitté le syndicat et on est allé, n'est-ce pas, en politique. Et bon, mais c'est pas la première fois. Hein. C'est ça que je veux lui dire. Hein. C'est pas la première fois. Et on a fait le combat. Vous m'avez vu sous Yahi, sous le président Talon. Je me suis battu. Bec et ongle. J'ai donné le meilleur de moi et sans aller trahir les intérêts des travailleurs, et ça ils le savent. Donc, mais quand j'ai fini ça, j'ai tourné la page, je peux faire autre chose. Je suis libre maintenant. Et je suis pas le premier. On a eu au Bénin Ibrahima Zakari, qui a été un très grand syndicaliste, qui est pour moi un modèle, mais paix à son âme, il n'est plus de ce monde, mais qui a quitté le syndicalisme, qui allait en politique, et qui avec les forces FCBE, ensuite actuellement avec le pouvoir de Yahi, dans le parti LD. C'est la même chose avec Atigbe aussi, grand syndicaliste aussi. Quand ils ont fini, ils sont allés. C'est pas la première fois. Et sur le plan international, nous avons le président Lula da Silva Ignacio. Et donc, Les Valécha, là aussi, c'est syndicaliste n'est-ce pas, de Gantz. Non, c'est en Pologne. C'est un ouvrier de Gantz, des usines de Gantz, qui est un syndicaliste et qui a passé en politique aussi. Et le président actuel de l'Afrique du Sud a été un syndicaliste, Cyril Ramaphosa. C'est ça. Donc, c'est pas la première. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Et si on est syndicaliste pendant qu'on est là, qu'on utilise notre position pour mettre à mal les intérêts des travailleurs, on peut nous fustiger pour ça. Mais une fois qu'on a fini de faire le combat, on a terminé la mission, on veut continuer. Et ça, s'il m'a suivi, je dis, je continue. Je suis allé là-bas parce que je veux continuer
de servir le plus grand nombre, contribuer à l'épanouissement. Ok. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, ben, j'aviserai. Donc, c'est pas la première fois. Vous avez dit que vous êtes contre le nomadisme. Hein? Oui, je ne serai pas nomade politique. Voilà. Je ne suis pas. Je vais. Parce que le parti que j'ai choisi est un parti qui a l'idéologie. Ok. N'est-ce pas, l'idéologie Merci. Parti de gauche. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et l'autre c'était l'ONG, celui qui a dit qu'il lui il est de l'ONG. Il est d'accord avec moi, mais il semble que pour lui, quand il va avoir des choses sur lesquelles je dois reprocher officiellement, publiquement, je ne pourrai pas le dire parce que je suis dans un parti. Okay. Bon, j'ai compris, il apprécie, mais il dit que c'est seulement le bémol qu'il apporte à cela. C'est vrai, je ne pourrai pas le dire publiquement. Mais en interne, s'il y a des choses sur lesquelles... Parce que la position a changé. Oui, non, mais il y a la discipline. Ok, merci à vous. La discipline Merci. partisane. La discipline du parti. Vous ne pouvez pas aller dire les choses sur la place publique, vous mettre à mal. Mais à l'interne, vous pouvez exprimer votre point de vue. Merci à vous. Oui, merci à vous.